puisque je vais partir de l'entorse de cheville pour bien comprendre les choses. Mais vous allez voir que je vais prendre une vision d'instabilité. Donc, bien sûr, il a dû vous expliquer qu'une des conséquences de l'entorse de cheville, c'est l'instabilité de cheville, sans trop l'évoquer, puisqu'il y avait 1 heure dessus. Mais je vais repartir, du coup, voilà, sur l'instabilité de cheville. Mais on va avoir une vision, du coup, globale de l'organisme. Et si on parle du ligament, on va parler aussi de tous les autres récepteurs, notamment proprioceptifs, et comprendre que, bien sûr, l'instabilité est bien sûr différente de la laxité, et que le problème du ligament n'est pas qu'un problème mécanique. En effet, dans le ligament, il y a des récepteurs, alors bon, qu'on a appris pendant nos études, Ruffini, Pacini et terminaison névreuse libre, qui renseignent sur la position de l'articulation et la variation angulaire, la vitesse et l'accélération. Et ça, quand le ligament est détruit, les mécanorécepteurs sont détruits, donc on a perdu, quoi qu'il en soit, au niveau mécanique, une perte d'un récepteur proprioceptif. Il y a d'autres récepteurs, justement, qu'on va travailler dans l'instabilité pour compenser cette perte. Donc, il y a des récepteurs de Golgi qu'on a vu au niveau du tendon qui renseignent sur la variation tensionnelle. Il y a des fuseaux neuromusculaires aussi dans le muscle. Et bien sûr, il y a tout le système nerveux qui intègre ces informations et qui les mêle aux autres informations de l'œil visuel et de l'oreille interne vestibulaire pour connaître notre position dans l'espace. Et c'est bien ça l'instabilité, et c'est bien ça qu'il va falloir rééduquer. Alors on repart de l'entorse, parce que bien sûr, comme on le voit tout le temps, les moyens thérapeutiques, le meilleur moyen, c'est souvent la prévention. Et du coup, prévenir l'entorse, ça va être prévenir l'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans l'entorse quand on regarde comment on se fait une entorse et les facteurs de risque d'entorse? Qu'est-ce qu'on peut prévenir? Alors, les facteurs de risque d'entorse, il y a l'âge, le sexe, ça, a priori, on ne peut pas trop changer. Les antécédents d'entorse latérale, le premier facteur de risque d'entorse de cheville, c'est l'antécédent d'entorse de cheville. Le renforcement des muscles de hanche et de cheville. Alors, ça prévient l'entorse, ça prévient l'instabilité. La limitation de flexion dorsale, également, qui est un facteur de risque d'entorse, donc d'instabilité. Du coup, on arrive avec tous ces facteurs de risque à un athlète prédisposé. Après, il y a le match. Alors, les échauffements préviennent bien les blessures, notamment les entorses. On le verra en fin de topo. Et on sait que s'il y a une instabilité, les facteurs de risque sont l'absence de travail proprioceptif. Donc, bien sûr, le travail proprioceptif prévient l'entorse et l'instabilité. Et l'absence de port d'orthèse, puisque l'orthèse est partiellement efficace pour prévenir les entorses. Et juste après l'entorse, les facteurs qui nous permettent de prédire, si je puis dire, l'instabilité, il y en a 2 qui ont été mis en évidence par la littérature. C'est dans les 2 semaines qui suivent l'entorse, un saut vers le bas qui peut se faire d'une boxe, on saute sur un pied, et un saut vertical. Si on peut le faire, si on peut pas le faire, c'est des facteurs d'instabilité. De la même manière, ce qui a été montré, c'est que un moins bon équilibre postural, avec des tests qu'on verra plus tard, ou des fonctions inférieures avec des questionnaires qu'on verra plus tard, 6 mois après la blessure, sont associés à l'instabilité. Donc après l'entorse, on va rééduquer. J'ai remis les vieilles recommandations de l'ANAS qui datent d'il y a 20 ans, mais c'est bien sûr être varié, régulier, progressif. On commence dès la prise en charge. On fait une rééducation, puis une réathlétisation, puis un reconditionnement au sport. Et on va de l'analytique vers le global, de la décharge vers la charge, de l'exécution lente vers l'exécution rapide, du mouvement programmé vers un mouvement aléatoire. Et d'abord, on stimule les autres afférences pour compenser, et après on les supprime, et après on les perturbe. Donc, d'abord on prévient, et après on donne d'autres types de consignes. On fait yeux ouverts, puis yeux fermés. Après, on fait varier les sols, de plus en plus instables. Et puis, simple tâche et double tâche pour aller progressivement vers la reprise du sport. Donc, les recommandations de l'entorse de cheville étaient ressorties. Alors, du coup, un rail, c'est pas conseillé. Les AINS, petit aparté, parce que je travaille beaucoup dessus et j'ai retravaillé dessus. Alors, ça diminue la douleur. C'est assez clair dans la littérature scientifique. Donc, on appuie plus dessus. Ça perturbe l'inflammation et les mécanismes cicatriciels. Donc là, il peut y avoir un gros débat. Et ça augmente le gonflement. Je me répète, ça augmente le gonflement.
probablement qu'on vous dit l'inverse ou je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'avais beaucoup travaillé depuis plus d'une dizaine d'années maintenant sur les AINS et en reprenant la littérature, il y a 3 études bien faites comparatives des AINS dans l'entorse. 2 sur 3 montrent, avec des tests de volumétrie ou un 8, que ça augmentait le gonflement versus placebo ou versus paracétamol. Mais une première méta-analyse en 2012 a montré que les AINS faisaient varier le gonflement de cheville et ensuite ils ont repris comme quoi ça diminuait le gonflement, donc il y a des erreurs. Mais du coup, les AINS, je me répète, augmentent le gonflement et les AINS, même si ça s'appelle anti-inflammatoire, sécrètent beaucoup de choses pro-inflammatoires et diminuent la flexion dorsale de cheville, qui sont des facteurs de risque d'entorse, de récidive et d'instabilité. Là-dessus, ça évolue vers prudence, voire pas d'AINS, parce que du coup, les AINS diminuent la douleur. Alors, il y en a qui mettent pas d'AINS justement pour se fier à la clinique. Donc, grosse discussion. Voilà, et tout ce que vous avez vu dans l'entorse. Alors là, bon, on prescrit de la kiné. Je reprends une étude de Yannick Guillaudot dans le nord-est de la France pour exprimer mon point de vue. Suite des urgences, ils avaient pris des entorses dont certaines étaient dues au sport, mais pas que, avec un quart de grave et les 3 quarts bénignes et moyennes. Et ils ont prescrit la kiné telle qu'il faut la prescrire. D'ailleurs, voilà. D'abord 4 séances, drainage, massage, physiothérapie, remise de la tête, et puis 12 séances avec mobilisation, gain d'amplitude, travail musculaire, travail proprioceptif, sevrage de la tête. Donc les kinés avaient bien fait ce qu'il fallait faire dans plus de 90% des cas. D'ailleurs, c'était en corrélé à la littérature. On voit que l'observance de ce qu'il faut faire par les kinés était bien. Il y avait bien plus de thérapie manuelle qui n'avait pas été prescrite. Et c'est ce qu'on voit aussi, que la thérapie manuelle est extrêmement faite malgré des preuves relativement faibles. Et alors, dans la première étude, ils avaient montré qu'il n'y avait pas de lien significatif entre le port d'orthèse et la rééducation et la guérison. C'est pas parce qu'on portait l'orthèse ou qu'on rééduquait qu'on était plus guéri. Et ils sont recontactés à 1 an. Il n'y avait pas de lien entre la réalisation de la rééducation et le risque de récidive ou la guérison. En gros, on peut dire que les séances de kiné servent à rien. En 2010, quand on regardait la science, les seules preuves qu'on avait, c'était que le seul apport prouvé de la rééducation à court terme serait une reprise plus rapide chez le sport, chez les sportifs et les militaires, et que les exercices DJ1 dans les entorses bénignes à modérées permettaient une reprise également plus précoce du sport. Donc voilà à peu près ce qu'on avait. Est-ce pour autant que rien ne sert? Ben non, parce qu'en fait, la rééducation dite proprioceptive, mais vous aurez peut-être une demi-heure, 1 heure de cours là au DIU, est extrêmement efficace. Ça, c'est pareil, il n'y a pas besoin de prendre des études récentes. La rééducation proprioceptive ou neuromusculaire diminue l'incidence d'une nouvelle entorse, le coût de la prise en charge, au moins aussi bien, voire mieux qu'une chevillère, c'est mal discuté. Et c'est plus efficace après des antécédents d'entorse, et c'est plus net après 2 ans de réalisation de ces exercices, et c'est efficace dans les instabilités chroniques. Donc, méta-analyse en bas à droite qui montre que c'est efficace. Et quand on regarde la plus récente et la meilleure des méta-analyses en 2022, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, il y a plein d'études, ces méta-analyses. Donc, il y a beaucoup plus d'études. Ils ont pris les 14 études qui étaient les plus fiables pour pouvoir faire une conclusion. Alors, est-ce que la rééducation est efficace? Eh bien, sur les douleurs, l'instabilité et la fonction, et sur la clinique, gonflement, force et amplitude, en gros, on n'a pas de preuve d'efficacité à 1 mois, à 6 mois et même à 12 mois. En gros, la rééducation ne marche pas même dans les mois qui arrivent jusqu'à 1 an. Par contre, après 1 an de rééducation, ça réduit le risque d'entorse de 40%. Là, ils ne pouvaient pas conclure sur quel type d'exercice marchait mieux, quelle durée, quelle intensité. Mais dans une autre étude qui date de 2016, ils ont réussi à se prononcer pour dire que, en gros, ça marche après 900 minutes. Donc, ça fait 15 heures de rééducation. Donc, globalement, la science nous montre que moins de 15 heures de rééduc, ça ne sert à rien.
Les orthèses, bon, du coup, on a dû vous en parler, c'est conseillé. Il y a une efficacité additive dans la prévention secondaire. Ça diminue la gravité des entorses. Donc, les recommandations, c'est pour ceux qui ont des antécédents d'entorse de cheville, en particulier lors des activités à haut risque, il est conseillé de le porter au moins 6 mois. Et le bénéfice du port d'orthèse dure jusqu'à 1 an après la dernière entorse. Donc, on porte l'orthèse, on reprend le sport. S'il n'y a pas de douleur, la cheville va bien, l'athlète va bien, on a un bon contrôle sensoro-moteur et on fait des tests spécifiques au sport qui vont bien. Là, on peut reprendre le sport après l'entorse. Alors, quid de l'instabilité? Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la récidive d'entorse? Est-ce que c'est des douleurs? On sait que ça ne va pas bien. On sait qu'il y a des récidives. La fonction n'est pas spécialement bonne. Il n'y a pas une reprise parfaite. Alors, on sait que déjà, après l'entorse, dans plus de la moitié des cas, il y a un handicap résiduel. Il y a un risque accru de développer l'arthrose et un faible niveau d'activité physique. Et clairement, un risque d'entorse franchement augmenté. Mais ce n'est pas la récidive, l'instabilité. Il y a autre chose, c'est l'instabilité perçue. Par exemple, en danse et en gymnastique, et notamment bien plus chez les femmes que chez les hommes, il y a un tiers des athlètes qui signalent une instabilité, dite instabilité perçue, et 2 tiers n'ont pas eu d'entorse. Donc, il y en a qui parlent, cette instabilité perçue existe aussi. Et en ce qui concerne l'instabilité, après l'entorse, juste après, il y a plus de la moitié qui ont une sorte d'instabilité. 1 an après, à peu près 50%. Et 1 à 4 ans, un tiers ont toujours des douleurs et une instabilité. Et la douleur, ceux qui ont une instabilité chronique ont des douleurs. Alors, c'est quoi l'instabilité? C'est ça qu'on va définir. Et comme c'est complexe, il y a eu un consensus qui a été établi il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, l'instabilité, à partir de maintenant, c'est ça. Et la définition est claire et c'est pas autre chose. C'est pas une entorse, c'est pas des récidives d'entorse, mais il faut un antécédent d'entorse avec des symptômes inflammatoires qui a engendré au moins un jour d'interruption des activités physiques habituelles. Voilà, ça c'est la définition d'entorse. La première doit avoir eu lieu il y a au moins 12 mois, c'était il y a longtemps. La dernière, il y a au moins 3 mois, sinon on est en train de guérir l'entorse. Et il y a des antécédents soit de récidive ou de sentiments d'instabilité et des épisodes de torsion, la cheville qui part, quoi. Et en plus, il nous faut des questionnaires qui ont été validés. Alors, l'Ankle Instability Instrument, le CAIT, qui est le plus utilisé, ou le IFAI, voilà, avec les scores qui sont écrits, et une altération fonctionnelle rapportée avec principalement 2 scores. Le plus utilisé, franchement, c'est le FAM, Foot and Ankle Ability Measure, qu'on verra après. L'autre est moins utilisé. Et du coup, quand on a ça, on a une instabilité. Alors, les scores, les voilà. Ça, c'est le score, on va dire, de diagnostic d'entorse. C'est alors, on fait à gauche ou à droite, c'est pareil. Ça, c'est les 3 scores. Je les ai mis là en français, comme ça, vous les aurez. C'est soit à gauche, soit à droite. Il y a un score, le CAIT, c'est on remplit gauche et droite. Et l'instabilité, alors, dans les sports, voilà l'épidémiologie sur la plus récente et la mieux conduite des méta-analyses. Elle varie selon les sports, l'instabilité telle que je viens de la définir, entre 4 et 46%. Vous voyez, 46% netball, c'est du basket féminin, on va dire, une sorte de basket. Hein. En gros, rugby, on a à peu près 30%. Foot, course à pied, on a à peu près 20% d'instabilité. Et parmi ceux qui ont une entorse, en moyenne, il y a presque un sportif sur 2 qui a une instabilité. C'est-à-dire quand on a une entorse, on a à peu près une chance sur 2 d'avoir une instabilité. Et ça varie énormément selon les sports. C'est-à-dire qu'il y en a des sports où on fait énormément d'entorse et on n'a pas beaucoup d'instabilité. Et il y a d'autres sports où, en fait, dès qu'on a une entorse, après, on a beaucoup d'instabilité. On pourrait regarder sport par sport. Bon, comme à La Réunion, en Martinique aussi, et puis du coup, on étudie beaucoup le trail, je parle un peu du trail spécifiquement. Il y a une très bonne étude qui, pour le moment, elle n'a pas été publiée,
qui était faite à Grenoble avec plus de 1000 réponses chez les trailers. On avait à peu près 20% d'instabilité en trail sur des questionnaires envoyés à tout le monde. Et nous, à La Réunion, on va essayer de faire une très bonne étude avec le plus possible de pourcentage de réponses chez les trailers, qui va être, la fiche de test vient d'être envoyée par Corentin Fort. Donc on fait ça à La Réunion pour voir ce qu'il en est sur le trail et l'ultra trail. Alors, bon, on a donné la définition, mais qu'est-ce que c'est l'instabilité? L'instabilité, donc bien sûr, c'est pas une rupture ligamentaire, et c'est surtout pas que ça. C'est pas des lésions anatomiques, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et le modèle qui le définit le mieux, c'est le modèle de Hertel, qui est complexe, mais qu'on va démembrer petit à petit. Du coup, on se fait une entorse de cheville, d'accord? Donc là, il y a des déficiences et des incapacités anatomiques, donc une laxité, ok, qu'on comprend bien, des problèmes articulaires, capsulo-ligamentaires, des problèmes osseux, d'autres lésions, par exemple des étirements du nerf fibulaire, par exemple des atteintes du tendon fibulaire, les parties molles, des modifications tissulaires, donc des atteintes anatomiques qu'on comprend bien. Mais on a aussi d'autres types d'atteintes. Un, sensoriel, la douleur. Hein. On peut avoir une somesthésie qui est atteinte, l'instabilité dont j'ai perçu, une kinésiophobie qui va entrer en compte, une diminution de fonction, une diminution de la qualité de vie. Et ça va agir sur le fonctionnement moteur et comportemental. On va avoir des réflexes altérés, une inhibition, un déficit musculaire qui peut être secondaire aux atteintes anatomiques, par exemple, ou au déconditionnement ou aux problèmes sensoriels, un déficit d'équilibre, une activité physique diminuée, et il y a une interaction entre la perception et l'action. Et on va rééduquer tout ça, et il y a un continuum entre l'instabilité chronique et le fait d'être sain. Donc l'instabilité chronique, par exemple, c'est des entorses récurrentes, et on pourra faire beaucoup d'accidents ou de moins en moins d'accidents. À la fin, on peut être, par exemple, si quelqu'un fait du foot et il fait plein d'accidents d'entorse avec sa cheville part tout le temps, s'il fait du vélo, on va dire il est plus instable, mais voilà. Du coup, là, c'est asymptomatique et changement d'activité jusqu'à la guérison complète. Donc, c'est bien un continuum. Et comme je viens de vous l'exprimer très brièvement, tout ça, ça dépend des facteurs personnels, démographiques, médicaux, physiques, psychologiques et de l'environnement, bien sûr, avec les activités physiques et sportives, la maison, le travail, le transport, le super social et l'accès aux soins. Donc voilà le modèle de Hertel de l'entorse de cheville. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme bilan? Est-ce que c'est moins simple qu'un tiroir antéro-postérieur ou qu'un varus forcé à l'examen clinique? Bon, alors, bien sûr, on peut faire énormément de choses, mais de manière la plus simple possible, et en gros, ce qu'il faut faire dans les instabilités, ce sont les tests suivants. La douleur. Et la douleur, alors, c'est toujours pareil, est-ce que c'est une incapacité et comment on le prend en charge? Est-ce que ça fait partie de l'instabilité? Bon, mais de manière simple, et on me l'avait appris comme ça, quand on a une cheville douloureuse et instable, en un, on traite la douleur. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, c'est facile à dire, mais en gros, il faut vraiment s'attacher à la douleur, essayer de traiter la douleur. Donc, encore une fois, d'où est-ce qu'elle vient? Essayer de voir la cause, c'est tout le principe de l'ensemble des cours que vous avez vu notamment sur la cheville, et essayer de guérir la douleur. En tout cas, on la mesure avec une EVA ou un autre test. On mesure le gonflement, par exemple avec la figure du 8 à 1 mètre en centimètres, on fait un 8 autour de la cheville. Les amplitudes avec la flexion dorsale, par exemple le test de fente tel qu'il est montré à droite là. Et la flexion dorsale, elle peut limiter, par exemple, les conflits antérieurs que vous avez vus, une limitation par des rétractions du système suroaquiloplantaire, des rétractions capsulo-ligamentaires suite à l'immobilisation, etc. On mesure l'arthrocinématique avec le test en français du glissement postérieur du talus, talar tilt test postérieur. On mesure la force musculaire, des fibulaires et des abducteurs de hanche. Et vous voyez que, peut-être il y a plus d'une dizaine d'années, on ne savait pas trop, mais les abducteurs de hanche sont très importants pour les syndromes fémoro-patellaires, pour les ruptures du ligament croisé, pour la bande latino-tibiale et pour les entorses de cheville. Ça ressort aussi clairement. Les abducteurs de hanche, il faut les prendre en compte. Et les deux, alors on peut tout mesurer, encore une fois, tout ça, mais franchement, fibulaire, abducteur de hanche. Donc, avec un dynamomètre manuel, ça peut aller, ou l'isocinétisme si on l'avait, si on l'a.
On regarde les activités physiques avec le score de Tegner qui va de 1 à 10. 10, c'est sport pivot contact professionnel. 5, c'est en gros petit sport loisir. Et 1, c'est quasiment rien. L'équilibre postural, dynamique et statique avec, par exemple, le Star Excursion Balance Test. On les verra plus tard. Et la démarche, en gros, on fait marcher et on regarde la démarche. On rééduque. Donc, les principaux points que je viens de vous donner, la douleur, c'est tout un sujet. La dorsiflexion, donc avec étirement, travail excentrique, on essaie de gagner la flexion dorsale. On renforce les éverseurs, avec travail dans toutes les modalités, notamment excentrique. On renforce les intrinsèques du pied, c'est intéressant aussi. Les muscles proximaux, j'en ai parlé, les fessiers, notamment moyen fessier, grand fessier. On fait une reprogrammation neuromusculaire. Alors là encore, il y a un gros champ d'enseignement et de cours. Mais par exemple, on sait qu'on se fait une entorse en 30 millisecondes, alors qu'on contracte les fibulaires en 60 millisecondes. Et là, Foresti et Toshi avaient bien montré qu'en fait, on peut faire des mécanismes d'anticipation, c'est-à-dire qu'en fait, à force de travailler et de rééduquer, on contracte les fibulaires avant l'appui au sol. Et du coup, si on contracte les fibulaires, on ne se fait pas d'entorse. Voilà. Et on fait, dit de la proprio, on restaure le signal proprioceptif. Alors, par exemple, il y a cette étude qui est intéressante, que je reprends souvent pour le travail proprioceptif, et réinsister, comme j'avais fait au début du topo, sur l'intensité, la durée et l'efficacité quand c'est fait. Ils avaient pris des NBA, de 2004 à 2006, ils ont fait des exercices classiques de proprio, en mode NBA. Après, pendant 2 ans, ils ont fait des exercices de proprio quantifiables et interactifs. Et après, pendant 2 ans, donc en tout, il y a eu 6 ans, ils ont augmenté l'intensité et le volume. Donc voilà à peu près ce que ça donne en image. Ils ont pris des machines, ils ont travaillé avec de la proprio, et puis du coup, une interaction en direct avec des ordinateurs, donc en statique, après en dynamique, avec des varus valgus, flexion dorsale, flexion plantaire, des maintiens en isométrique, des contraintes, etc., de plus en plus importants. Et à la fin des 6 ans, ils avaient une amélioration du contrôle proprioceptif, ok, mais par rapport à avant et par rapport aux autres équipes, ils ont moins 80% d'entorse de cheville, moins 65% d'entorse de genou et presque moins 80% de mal de dos. Donc quand c'est fait de manière intensive, régulière et au long terme, ça marche extrêmement bien. Donc en gros, c'est ça qu'il faut faire. Là, théoriquement, on a fait tout ça, on est guéri. Quand est-ce qu'on retourne au sport? Alors, les tests, c'est pas vraiment les mêmes que dans l'entorse de cheville. Là, ce qui était validé, c'est le PASS qu'on avait vu. Ce qui est validé pour l'instabilité de cheville, dans cette conférence, c'est publié là. Donc, les tests d'équilibre sur une jambe. Le Star Execution Balance Test, j'ai la diapo juste après. Les sauts latéraux et les tests de la figure en 8. Principalement ceux-là. Je vous les montre tout de suite. Donc voilà, on tient en équilibre sur une jambe. Alors, on peut le sensibiliser, yeux fermés, yeux ouverts sur la pointe des pieds, etc. Il faut tenir à peu près 5 secondes. Le Star Execution Balance Test, il a 8 branches, mais il était bien validé avec 3 branches, c'est le Y Balance Test. On mesure, pareil, on peut le sensibiliser d'une manière ou d'une autre, et on considère qu'il y a une asymétrie si il y a un déficit supérieur à 10%. Le test du saut latéral, donc vous voyez, on fait 10 allers-retours, et si on arrive à le faire en moins de 10 secondes, c'est validé. Et le test de la figure en 8, on prend 2 plots, on fait un 8, il faut en faire 2, on fait 2 tours, on fait 2 8. Et si on arrive à le faire en 12 secondes, ça va. On fait des questionnaires, donc le FAM, le Star Execution Balance Test, j'en parle parce que donc, il a été décrit à 8 branches, on peut l'avoir à 3 branches et on peut le sensibiliser à un yeux ouvert, yeux fermés, on peut faire des mouvements de tête, on peut faire varier les appuis, on peut le faire en double tâche. Et alors la valeur de référence, soit le test en pré-saison là, ou on compare à d'autres joueurs similaires si on avait des références. Mais là, ça fait certains sports pivot contact au niveau national ou international, mais c'est clair que le trailer du poids, on n'a pas de référence. Et on peut le comparer au contrôle latéral, mais attention, parce qu'en fait, quand on s'est blessé, du coup, le contrôle latéral, suite à l'arrêt du sport, il peut être déconditionné et il faut faire attention. Donc, les questionnaires, il y a le FAM, donc il y a un questionnaire vie quotidienne, là, il faut au moins 90%, et un questionnaire sport en haut à droite, il faut au moins 80%. Donc, il y a toutes les questions, là, le gros à gauche, et il y a 21 questions, et à droite, 8 questions. Et ça, c'est en cours de validation, le rapide, avec seulement 12 questions.
Donc c'est intéressant de le faire en consultation. Hein. Quand on a instabilité, il faut bien le traiter, il faut le faire. Et le ALR-RSI, vous avez vu, il y a le ACL-RSI pour les entorses de genoux, rupture de ligament croisé, qui est le premier facteur prédictif de reprise du sport. Et ben, il y a le même pour la cheville. C'est un facteur psychologique, c'est la confiance dans la reprise du sport. Et du coup, il doit être fait pour la reprise du sport, ALR-RSI. Et ensuite, alors, on évalue la force musculaire, des éverseurs de cheville, et des tests spécifiques au sport. Et bien sûr, il y a un continuum, hein, comme je dis, rééducation, réathlétisation et entraînement reprise du sport. Et bien sûr, on analyse le contexte, le sport, le niveau, etc. Et on est multidisciplinaire, etc. On prend en compte tous les enjeux multiples sportifs de la vie professionnelle et de la vie familiale. Alors, les orthèses, est-ce qu'on les met? La réponse est relativement délicate. Il y a beaucoup d'études, beaucoup d'avis. Bon. En quelques secondes, du coup, je reprends les méta-analyses qui expriment le mieux le consensus actuel. Donc, il y a une méta-analyse qui a été faite en 2023 qui montre que les soutiens externes, donc les chevillères ou le strap, réduisent l'excursion de cheville dans le plan frontal lors de la réception et des sauts. C'est-à-dire quand on porte une entorse, on se réceptionne, on fait moins de varus valgus. Et ce varus valgus, c'est un risque d'entorse de cheville. Donc, il se dirait, ça a l'air de marcher, mais que pour la réception et les sauts, mais pas pendant la course, par exemple. Dans le plan sagittal, peut-être pas trop. Il y a une autre étude, en fait, une méta-analyse, qui montrait que quand on portait une chevillère, ça améliorait le Star Exertion Balance Test et le Y Balance Test chez ceux qui souffraient d'instabilité, justement, mais pas chez les personnes en bonne santé. Donc, on pourrait se dire, parfait, on améliore ce test proprioceptif, donc ça doit marcher. Mais dans cette méta-analyse tout en bas de 2020, ils ont essayé d'être pertinents cliniquement et ils ont regardé tous les supports externes, straps, semelles et orthèses. Ils ont étudié le contrôle postural en postéromédial du Star Exertion Balance Test qui serait le plus prédictif d'instabilité et de récidive. Et ils se sont donné une signification clinique de 14%. Ils se sont dit, si en gros on améliore de 2-3% la branche postéromédiale du Star Exertion Balance Test, ça vaudra rien. Et là, ils ont conclu que c'était pas efficace. Mais pour reprendre leurs termes, en discussion, ils disent il est concevable que les combinaisons de rééducation et de soutien externe soient plus efficaces que les soutiens externes seuls. Voilà. Donc pour l'instabilité, on peut le rajouter dans l'instabilité, sachant qu'on avait vu que le consensus était quand même de les mettre après des entorses. En tout cas, on n'a pas identifié l'orthèse la plus efficace, ni même les sous-populations les plus efficaces. Alors, est-ce que la rééducation marche telle que je vous l'ai décrit? Encore une fois, on a des difficultés à trancher. Je vous ai montré pas mal d'éléments quand même. Alors, dans cette méta-analyse qui étudiait la rééducation, il n'y avait que 15 articles qui avaient été bien conduits. Il y en avait 15 sur l'entraînement musculaire. Donc là, dans cette méta-analyse, ils n'ont pas conclu. Mais en 2022, ils ont essayé de regarder est-ce que le renforcement musculaire était efficace en rééducation. Et ils montraient que dans l'instabilité de cheville, le renforcement musculaire était la modalité la plus efficace en rééducation. Et dans cette méta-analyse de 2017, où ils ont juste étudié du coup thérapie manuelle et rééducation neuromusculaire ou proprioceptive, ils ont montré que les exercices proprioceptifs ont démontré un niveau de preuve élevé, et c'était celui qui avait le niveau de preuve le plus important, mais par rapport à la thérapie manuelle, qui pourrait avoir un certain degré d'efficacité clinique, là c'est toujours discutable. Quand une instabilité qui persiste malgré ce que je viens de vous dire, 3 à 6 mois, on prend rendez-vous avec le chirurgien orthopédique qui pourra décider de faire une chirurgie. Quel type de chirurgie? Alors, avant, on faisait des reconstructions par ténodèse non anatomique
c'était l'ancien gold standard. On le faisait à ciel ouvert. Par exemple, le castin, l'hémicastin qui reprenait les fibulaires. Mais clairement, au long terme, on sait qu'il y a des altérations de la cinématique de la cheville et de l'arrière-pied, une perte du mouvement sous-talien, une laxité de cheville, une diminution de la fonction, une augmentation des douleurs. Et probablement un risque accru d'arthrose. Donc, on ne fait plus ça. En première intention, on fait une réparation primaire. Alors, en utilisant la technique dite de Brostrom, en gros, on prend le ligament et on le suture si on peut. Si on ne peut pas, on prend des fils en plus. Parfois, on prend le rétinaculum des extenseurs qu'on suture pour le renforcer. Et en cas d'échec ou en cas d'impossibilité, on fait des reconstructions anatomiques, soit avec une greffe autologue. Donc, par exemple, on prend le périoste ou le troisième fibulaire ou le plantaire grêle ou le gracilis ou le tendon d'Achille et on le met à la place du ligament. On peut le faire à ciel ouvert. C'est quand même simple, fiable, ou de manière arthroscopique. Donc, il y a toujours les défenseurs de l'arthroscopie avec des cicatrices plus petites, moins de douleur, moins de complications, un gonflement moindre et peut-être une récupération plus rapide. Les protocoles post-opératoires varient et le retour au jeu dépend de la technique, d'un certain délai et des tests qu'on vient de voir globalement. Les résultats sont plutôt bons, avec un taux de satisfaction, vous voyez, que ce soit à ciel ouvert ou arthroscopique, à plus de 90%. Les complications, en tout cas, moins de 15%. Et les scores à OFAS, mais que vous verrez d'ailleurs dans les LODA, là, sur mon topo, sont à plus de 90%, donc plutôt bons. Quand on regarde des méta-analyses de chirurgiens, mais quand on se penche vraiment sur la douleur et ce qu'il en est, et qu'on regarde le patient dans son ensemble, on voit que la douleur résiduelle est très fréquente après chirurgie d'instabilité de cheville, de l'ordre de 13 à 35%. Et pourquoi? Alors en effet, c'est pas à cause de la technique chirurgicale, c'est parce qu'il y a des lésions associées fréquentes, j'allais dire, à côté desquelles il aurait fallu ne pas passer à côté. Donc, les pathologies intra-articulaires, donc, qui font partie à part entière de l'instabilité, les lésions ostéochondrales qu'on va voir, les conflits des tissus mous, les corps étrangers, les atteintes des fibulaires et les lésions nerveuses ou d'autres pathologies extra-articulaires. Donc, très rapidement, la prévention. Donc, les programmes de prévention des blessures sont très efficaces. Par exemple, les composantes multi-interventions en foot diminuent les blessures de 30%, ça marche bien plus chez les jeunes que chez les personnes âgées, avec moins 50% de blessures chez l'enfant. Et par exemple, chez la cheville, en moyenne, moins 25% de blessures de la cheville. Quand on regarde les programmes multi-interventions qui comprennent la rééducation proprioceptive, on a des chiffres encore plus importants. Par exemple, une réduction de 1/3 de blessures à la cheville. Le FIFA 11+ en lui-même a été très étudié. Et en foot, c'est moins 40% de blessures. À la cheville, c'est moins 30% de blessures, mais dans cette méta-analyse, il montre bien qu'il y a moins de 15% des équipes qui réalisent bien ces programmes de prévention, et du coup, il y a une marge d'amélioration considérable, alors qu'on est déjà à moins 30% de risque d'entorse de cheville. Par contre, au niveau des capacités spécifiques en sport, je vous l'avais déjà dit, c'est relativement discutable, même si ça améliore les conditions physiques générales, mais pas vraiment spécifiques. Chez l'enfant, le FIFA 11+, Kids, diminue énormément les blessures, notamment à la cheville, de presque 50%, et en plus améliore les performances sportives. On adapte progressivement les charges, on l'avait vu dans mon topo d'avant. Du coup, programme d'échauffement, aucun intérêt des étirements en prévention. D'ailleurs, Damien Sanfilippo, qui n'a pas pu venir, là, qui devait faire le topo, mais il a un vol là ce soir, du coup il doit être sur le trajet. Alors lui, il a publié chez les trailers étirements avant le sport, ça augmentait le risque. Notamment, il y avait 10% d'entorse dans son étude qui était faite chez plus de 3000 coureurs, et les étirements augmentaient le risque de blessure de 50%. En tout cas, sur les méta-analyses, les étirements ne préviennent pas les blessures. Le renforcement musculaire le prévient énormément, et le travail proprioceptif également. Et en ce qui concerne le sommeil, je vous avais montré que globalement, c'est ça, chez sportifs de haut niveau, 9 heures de sommeil, c'est 15% de blessures dans l'année, 8 heures, 35% de blessures, 7 heures, 65% de blessures dans l'année.
Ça agit sur, pendant qu'on dort, on a des testostérone, hormones de croissance sécrétées, etc., qui favorisent franchement la cicatrisation. Et ça joue énormément sur le contrôle postural. Il y a énormément d'études qui montrent que l'absence de sommeil diminue la proprioception, le contrôle postural, etc. Du coup, pour prévenir échauffement, renforcement musculaire, travail progressif et bon sommeil. En conclusion, l'instabilité est très fréquente après l'entorse de cheville, mais il ne faut pas se limiter aux ligaments, mais considérer les atteintes ostéo-articulaires, tendineuses associées. D'abord, on cherche et on traite à cause de la douleur le mieux possible. Ensuite, on cherche et on traite à cause de l'instabilité le mieux possible. Il ne faut pas avoir de vision limitée anatomique. Donc, en gros, ce n'est pas instabilité. Du coup, on a une laxité, on va voir le chirurgien. On intègre l'individu, l'environnement. On établit un plan et un objectif d'amélioration. Voilà. Qu'est-ce qu'on a, où est-ce qu'on veut aboutir sur cette instabilité et surtout, on se concentre sur la douleur, le déficit de flexion dorsale, la force musculaire des fibulaires des adducteurs de hanche, le travail proprioceptif et neuromusculaire. On fait un traitement avec un travail proprioceptif neuromusculaire varié, adapté, en augmentation progressive des sollicitations et au long terme, et intensif. Les orthèses sont intéressantes. Et en prévention, les programmes d'échauffement sont très efficaces. Voilà, je vais passer aux lésions ostéochondrales du dôme du talus. J'arrête le partage, je lance le suivant. Voilà, alors, les lésions ostéochondrales du dôme du talus. Alors, l'épidémiologie d'abord. Alors, après une entorse de cheville, c'est à peu près 6-7%. D'ailleurs, pour chaque traumatisme, dans une autre étude, c'est à peu près 7%. Voilà. Dans l'instabilité dont on vient de parler, c'est à peu près un quart. Un quart des gens instables ont une lésion ostéochondrale du dôme du talus. Principalement, c'est des hommes, à peu près 35 ans. Et chez les enfants, l'ostéochondrite disséquante, c'est 5 pour 100 000, à peu près. Mais encore une fois, de quoi on parle entre la clinique, ce qu'on dépiste, ce qu'il y a au niveau radiographique, c'est un peu compliqué, mais ça donne un ordre de grandeur. Alors, on les connaît depuis plus de 100 ans, en fait. Déjà, en 1887, il y avait les ostéochondrites disséquantes de cheville. C'est en 84 que le terme de LODA a été employé, qui regroupe tout ce que je vais vous expliquer. Et c'est que depuis un peu plus d'une vingtaine d'années qu'on a démembré les LODA. Mais ça fait déjà plus de 20 ans qu'on sait qu'il y a deux principales formes. Donc, à gauche, on décrivait les origines traumatiques. Elles étaient principalement antérolatérales et un petit peu postéromédiales. Et il y a des atteintes non traumatiques. Alors, pourquoi? Il parlait d'origine vasculaire avec une ischémie synoviale, métabolique, génétique, plus ou moins un contexte micro-traumatique. Et là, c'était surtout postéromédial. Alors, en effet, si on le prend autrement, il y a les antérolatérales, donc. Alors là, le mécanisme, c'est plutôt dorsiflexion et inversion, plus ou moins cisaillement. Et on a des lésions, des atteintes superficielles, des fractures, un peu des déplacements et des corps étrangers. Et les lésions postéromédiales, là, c'est plutôt flexion plantaire plus inversion, c'est postérieur, plus ou moins torsion et impaction, microtraumatique, quoi. Et c'est des lésions plus profondes, des encoches et des atteintes plutôt de l'os sous-chondral. On va voir ça. Alors, je vous montre un peu des images et de la physiopathologie pour voir un peu de quoi on parle. Donc, par exemple, il peut y avoir ça, des œdèmes intraosseux. Donc là, un œdème, ça cicatrise la périphérie vers le centre sans complication. Et ce même truc, si ça atteint la surface articulaire, la cicatrisation dépend de l'os sous-chondral. Alors, on peut avoir aussi des mécanismes traumatiques avec une fissure de l'os sous-chondral. Et en fait, si on met de la charge, on aura une progression en profondeur due aux contraintes mécaniques qui vont fissurer du coup et faire une LODA. On a aussi des kystes avec cette fissure de l'os sous-chondral plus une hyperpression aboutit
à une ischémie et une nécrose aseptique, il y aura un kyste et une dégénérescence mucoïde, donc on a des formes kystiques. On a des formes plutôt du coup traumatiques, macrotraumatiques avec des lésions chondrales pures. Bon, il y a un bout de cartilage qui part, quoi. Et l'os sous-chondral peut être intact. Et de la même manière, on a vu des fractures, plutôt macrotraumatiques, plutôt antérolatérales. Il y a une fissure. Et là, le liquide synovial entoure et isole le fragment qui pourra s'isoler. Donc, pour classifier tout ça, il y a une première classification qui date d'une trentaine d'années avec FOG. C'est une fracture, donc là, on comprend ce que c'est. Donc, il n'y a pas de modification de la trame osseuse. La fracture, elle est récente ou ancienne. Si elle est ancienne, il peut y avoir un aspect lithique. La forme fracture, c'est à peu près 18% des cas. C'est souvent l'antérolatéral. Antérolatéral plutôt macrotraumatique, je me répète. Et on peut avoir des passages de la F à la O, comme je viens de vous montrer. En gros, au début, c'est une fracture. Le liquide synovial passe dedans et hop, ça fait quelque chose genre ostéonécrose. Là, il y a un aspect nécrotique avec des séquestres. C'est plutôt postéromédial et souvent sans antécédent traumatique. Et enfin, il y a la forme G pour géode, là qu'on reconnaît bien, et c'est 7% des cas. Le problème, c'est que ces descriptions, en effet, ne tiennent pas compte de l'état du cartilage qui conditionne les indications thérapeutiques et pronostiques. C'est pour ça que la SFA a repris l'ensemble de ces classifications. Alors, qu'est-ce que ça fait cliniquement ? Des fois, rien. Et alors, en fait, il faut l'envisager dès qu'on a une cheville douloureuse ou instable, et en cas d'antécédent d'entorse. Et en tout cas, si on a des symptômes persistants 3 mois après l'entorse, il faut évoquer une LODA. Il n'y a pas vraiment de signe clinique spécifique. Ça peut être des douleurs mécaniques qui peuvent être localisées partout. Une instabilité, et du coup, bien sûr, si c'est articulaire, blocage, gonflement, raideur, classiquement. Donc, quand on a ça, on recherche des antécédents traumatiques. On fait un examen clinique. Il peut être normal, on peut avoir des douleurs à l'appui au niveau de l'articulation talocrurale, une limitation des amplitudes et notamment le gonflement. Alors, si vous demandez au patient est-ce que ça gonfle, oui, on va avoir l'insuffisance veineuse, le gonflement du pied, mais alors il est typique, ça gonfle dit en boudin, là, comme on le voit sur la photo. Et on n'a pas de manœuvre spécifique, mais on peut avoir des douleurs à la palpation de l'interligne talocrurale ou à la manœuvre du tiroir antéro-postérieur. Donc là, on va rechercher une laxité. On fait tout l'examen clinique de l'instabilité de cheville dont je viens de vous parler. On évalue aussi l'alignement calcanéen, varius valgus. Alors là, on fait de l'imagerie. La radio est peu sensible. L'arthroscanner est très spécifique et assez sensible. Et l'IRM, on va voir, surestime les atteintes de l'os sous-chondral. Et il y a des classifications donc très anciennes qui datent des années 50, radiographiques qui ont été reprises en 93, qui vont de 1 à 5. Une classification IRM, une classification scanner, pareil, qui va de 1 à 4, et qui prend en compte globalement la stabilité du fragment. 4, c'est déplacé. 3, c'est pas déplacé, mais relativement instable. Et la dernière classification de Mintz en 2003 combine l'IRM et l'arthroscopie, qui va de 0 à 5, et 5, c'est un fragment libre à déplacer. Le problème, c'est, comme je vous avais dit, que ces classifications n'ont pas de suite thérapeutique simple. C'est pour ça que la Société française d'arthroscopie a fait une classification simple avec des conséquences thérapeutiques. Donc pour eux, il y a 2 types. Postéromédial, dans 60% des cas, comme on l'a vu, plutôt large, profond, plutôt grade 3, on va voir après, donc plutôt importante. Et eux, ils vont faire de la mosaïque plastique, on le verra. Ou antérolatérale, qui sont plutôt plus petites et superficielles. Donc c'est des grades moins élevés, qui peuvent être traités par microfracture, plus ou moins ligamentoplastie. Ils ont fait cette classification parce qu'il y a une étude récente qui montrait qu'en effet, alors par exemple, chez les patients avec instabilité de cheville, comme on a vu, ils avaient 32% de lésions ostéochondrales, un peu moins de la moitié était chondrale pure, un peu plus de la moitié ostéochondrale. La plupart touchaient le talus, il y en avait un petit peu sur le tibia aussi, et comme on l'a vu, c'est 2 tiers médial et 1 tiers latéral, à peu près, c'est toujours pareil. Et du coup, la Société française d'arthroscopie a fait cette classification qui se base sur les implications thérapeutiques. Parce que
l'étude à gauche montrait que si l'air était inférieur à 100 mm² ou le diamètre globalement inférieur à 10 mm et la profondeur inférieure à 5 mm, les microfractures n'étaient pas indiquées. Donc, ils ont fait une classification à l'arthroscanner. Il y a le stade 1, si c'est inférieur à 10 mm de diamètre et inférieur à 5 mm et le cartilage n'est pas pris en compte, là, ils pourront faire microfracture. Stade 2 et 3, c'est soit si le diamètre est supérieur à 10 mm et la profondeur supérieure à 5 mm, ils ne peuvent plus faire de microfracture. Le stade 2, le cartilage est intact. Le stade 3, le cartilage est lésé. Comme ça, c'est simple. Il ne prend pas en compte les géodes. Les géodes, ils feront d'autres types de traitements, principalement des curetages par voie rétrograde, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas via l'articulation. Donc, qu'est-ce qu'on fait si c'est une lésion ostéochondrale du dôme du talus aiguë, si ce n'est pas déplacé, on fait un traitement conservateur. Immobilisation, décharge 4 à 6 semaines. Et là, il y a un vrai potentiel de cicatrisation, à peu près de 50%, qui varie selon la lésion, donc la taille, la localisation, et le patient, l'âge, les contraintes mécaniques, les comorbidités, notamment le tabac. Si c'est déplacé moins d'1 centimètre, là, chirurgie, excision sur arthroscopie, et si ça fait plus d'1 centimètre, le chirurgien va faire une ostéosynthèse. Quand c'est chronique, si c'est asymptomatique, rien, abstention. Une image radiographique, on ne traite pas, on ne fait rien. Donc, il fait du sport, il fait du sport. Si c'est symptomatique, d'abord, on fait un traitement non chirurgical pendant 3 à 6 mois. Alors, s'il y a de l'arthrose ou un IMC supérieur à 30, c'est une contre-indication au traitement chirurgical. Donc, on va faire le même traitement que l'arthrose. C'est tout ce qu'on avait vu avant. Et en cas d'échec, donc si c'est une LODA chronique avec échec du traitement non chirurgical, arthroscan, et alors là, si c'est un grade 1, donc moins d'1 centimètre de diamètre sur le plus grand axe ou une profondeur inférieure à 5 mm, on peut faire des microfractures. Si c'est grade 2, avec le cartilage intact, on fera LDFF, je vais vous montrer ça, et grade 3, mosaïque plastique. On prend en compte les atteintes associées. Hop, j'essaie de faire cliquer mon diapo. Et après, du coup, s'il y a eu échec de microfracture ou de LDFF, je vous montre juste après, on fera une mosaïque plastique. Et s'il y a des lésions associées, donc s'il y a laxité instabilité, on fait une chirurgie d'instabilité, telle qu'on vient de le voir. Et s'il y a une déviation frontale, on fait une ostéotomie chirurgicale. Alors, le traitement conservateur, on le fait en première intention, du coup, comme on l'a vu, en cas de LODA aiguë. Donc, immobilisation des charges 4 à 6 semaines. Il n'y a pas vraiment de consensus sur le type d'immobilisation, la durée de décharge et la rééducation. Si c'est chronique, si c'est asymptomatique, pas de décharge, pas d'immobilisation. Si c'est symptomatique, on adapte les charges mécaniques, on lutte contre la douleur, la surcharge pondérale, on discute corticoïdes, acide hyaluronique et PRP. Là-dessus, quel est le pourcentage d'efficacité ? Il y a une méta-analyse qui regroupe tout ce traitement dit conservateur. Les indications n'avaient pas toujours été indiquées et du coup, on voyait que c'était des stades 2 ou 3 parfois, donc stables, parfois 4 et même 5 instables et déplacés. Ils avaient fait le traitement quand même conservateur. Des lésions asymptomatiques ou peu symptomatiques, ou bien ils considéraient que sur la scintille, il n'y avait pas de grosse fixation. Du coup, ils ont fait ce traitement conservateur et là, quand on regroupe tout, il y a à peu près un peu moins de 50% d'efficacité. Et quand on regroupe tout, l'immobilisation plâtrée n'a pas vraiment montré de supériorité. Donc en aigu, probablement, en chronique, probablement pas. Il faut faire. Les PRP, il n'y a que 2 bonnes études comparatives qui ont été faites. J'avais retrouvé microfracture plus PRP versus microfracture plus acide hyaluronique ou sérum Phi. Et il y avait des meilleurs résultats sur la fonction dans le groupe PRP que acide hyaluronique que sérum Phi. Donc en entrée articulaire, pour les médecins qui en pratiquent. Et dans le cadre de douleur, dans des LODA chroniques, traitement conservateur, PRP versus acide hyaluronique, au bout de 6 mois, la fonction était bien meilleure dans le groupe PRP,
avec un score à phase supérieur à 90. Alors, le score à phase dont on parle, je vous montre parce que la douleur, en effet, on peut perdre 10 points sur 100. Mais après, la fonction, si on fait pas d'imitation des activités de la vie quotidienne et des activités de loisirs, on perd 3 points. Mais après, tout le reste, c'est on peut marcher et on n'a pas de grosses déformations. Donc, même un haut face à 87%, c'est pas génial pour le sportif. Bon, moi, j'avais fait mes propres études avec le PRP, j'avais eu des très bons résultats. Hein. Alors, les traitements chirurgicaux. Donc, le grade 1, on a vu, inférieur à 1 cm de diamètre et moins de 5 mm de profondeur. Alors, on ne fait pas d'abrasion seule. Ça permet pas l'apparition de microcartilage. On peut faire des microfractures. Donc là, on va perforer l'os sous-chondral pour aller jusqu'à l'os spongieux. Et il y aura un caillot de fibrine avec des cellules souches mésenchymateuses qui vont venir, qui vont faire du microcartilage, qui va se différencier. Mais ça ne va pas vraiment faire du cartilage hyalin. Du coup, ça ne va pas très solide. Voilà. Dans les suites, les protocoles de rééducation sont discutés. Grade 2, on fait LDFF, donc je vais vous le décrire. Donc ça, c'est ce qu'on voit sous arthroscopie. Donc par exemple là, ostéotomie tibiale de vagisation, parce qu'en fait, il n'y a que 15% des atteintes qui peuvent être accessibles en arthroscopie, soit très antérieure, soit très postérieure. Donc là, ostéotomie tibiale de vagisation. On voit la lésion ostéochondrale, il coupe la lésion, il soulève le cartilage. Ensuite, ils font des microfractures, ils percent du coup l'os pour aller jusqu'à l'os spongieux. Ensuite, ils prennent de l'os spongieux. Alors justement, au niveau, là par exemple, du tibia qui est accessible parce qu'on a fait l'ostéotomie tibiale pour le voir, on prend l'os spongieux, on le met au niveau de la lésion, on referme, on taraude, on visse. Et ensuite, décharge pendant 6 semaines, en position neutre pendant 4 semaines. Et le grade 3, du coup, le cartilage est atteint. Pareil, des grosses lésions avec cartilage atteint, parce que dans le grade 2 qu'on vient de voir, le cartilage n'était pas atteint. Alors, les allogreffes fraîches ou congelées, c'est intéressant parce que on ne prend pas de cartilage chez le patient, mais il y a des problèmes de tolérance immunologique ou de survie du cartilage. Et du coup, on fait des greffes ostéochondrales autologues ou mosaïque-plastie. Donc là, on prélève un greffon ostéochondral au niveau du genou homolatéral, souvent au niveau du condyle fémoral externe. Encore une fois, on peut le faire sous arthroscopie que dans moins de 15% des cas, et on fait une ostéotomie. Et là, on aura une formation de cartilage hyalin, contrairement à la microfracture. Donc voilà, ostéotomie tibiale de vagisation en haut à gauche, taraudage de la lésion du talus en bas à gauche. On prélève au niveau du condyle fémoral externe, on le met au niveau du talus, on reconstruit. En bas à droite, on fait l'arthroscanner, reconstruction anatomique. Quand c'est des géodes et que le cartilage n'est pas atteint, on fait pareil, mais en rétrograde, avec plutôt des bons résultats. C'est draining rétrograde. Et en cours d'étude, j'ai fini dans 2-3 minutes, hein, si on m'attend, pardon, à Bordeaux, on peut faire des autogreffes ou des techniques dites de régénération en cours d'étude. Même là, voilà, comme on vient de voir, hein, tout ça a été dit par le chirurgien précédemment, c'est vraiment à la mode, on fait de la pub, etc., mais c'est discutable. Bon, on prélève du cartilage et on le met en culture. Alors, soit on le prélève au niveau du genou homolatéral, comme on l'a vu, soit pour l'économiser, en fait, on peut prendre le fragment libéré s'il en reste. On le met en culture et ensuite, on le remet tel qu'on l'a vu. Et parfois, on le remet avec des matrices. Et c'est ça, les matrices qu'on réinsère sont parfois composées de collagène, d'acide hyaluronique, et parfois imprégnées de chondrocytes, de PRP, de cellules médillaires à visée régénérative. Tout ça, c'est en cours d'évaluation. Il y a un cas clinique qui a été décrit par implant métallique, donc c'est du resurfaçage. Donc vous voyez, c'était une jeune femme qui a fait une entorse, et du coup ostéotomie tibiale. Il a mis l'implant métallique. Elle a repris le sport au même niveau et 2 ans plus tard, elle a toujours poursuivi son sport sans problème. Donc là, l'auteur propose ce type pour des échecs des autres traitements et pour des lésions inférieures à 1 mm. Donc il y a extrêmement de rares publications, mais ça existe. L'évolution, et ce sont mes 2 dernières diapos. Donc l'objectif idéal, c'est de restaurer le cartilage hyalin pour prévenir l'arthrose secondaire. Donc, dans les grades 1, microfractures, donc des petites lésions, hein, je vous rappelle, c'est 80% de bons résultats à 2 ans, mais moins de 50% à 5 ans, parce que ça aboutit à de l'arthrose. Dans le grade 2, on a des bons résultats.
clinique et radiologique. Et dans la mosaïque-plastie, alors, on a des résultats similaires en première ou deuxième ligne. C'est pour ça que s'il y a un échec du grade 1 ou grade 2, on passe à la mosaïque-plastie. Et à 5 ans, pareil, on a 80% de bons résultats, moins de 20% d'arthrose à 5 ans. Le problème, c'est les syndromes fémoro-patellaires, puisqu'on a vu qu'on prélevait au niveau du condyle fémoral externe. Et la dernière diapo, alors quid du retour au sport? Il y a 2 bonnes méta-analyses qui ont été faites, un suite à des microfractures, donc en gros les grades 1, plus de 57 études, 3000 chevilles, voilà, suivi 46 mois. Le taux de retour au sport était de 87%, avec un délai à peu près de 4,5 mois, donc c'est à peu près ce qu'on peut annoncer aux sportifs après chirurgie. En cas de greffe ostéochondrale, donc des grades 3 ou 2, parce qu'en fait, on fait, nous, la mosaïque-plastie en France, on fait LDFF en France, mais dans les autres pays, ils font des greffes ostéochondrales, même pour les grades 2, grade 2-3. Le taux de retour au sport est de 86%, avec un délai pareil de un peu moins de 6 mois. La morbidité des suites d'honneur, là, quand elle est revue, elle est de 3%. Donc théoriquement, on a des bons résultats. Mais en France, au symposium de la SFA, ils avaient repris que 60 patients qui avaient été évalués un peu plus d'1 an après. Et là, ils avaient 70% de reprises au même niveau, mais parce qu'ils ont évalué au même niveau. Et alors, dans les stades 1 microfracture, ils avaient 85% de reprises au même niveau. Donc, c'est équivalent à l'autre méta-analyse. Mais par contre, dans les stades 3, ils avaient 56% de reprises au même niveau. Mais c'est parce qu'en fait, il ne faut pas se tromper entre la reprise et la reprise au même niveau. Il faut bien évaluer les choses. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut en attendre. En tout cas, une reprise du sport, pas parfaite, bien sûr. Donc, en conclusion, c'est des symptômes spécifiques qui sont évoqués en cas de cheville douloureuse et instable. L'examen de référence, c'est l'arthroscanner. Donc, les lésions chroniques et asymptomatiques, c'est abstention thérapeutique. Si c'est des lésions aiguës non déplacées ou chroniques, d'abord, on fait un traitement conservateur. S'il y a échec, grade 1 microfracture, il y a des risques de dégradation à long terme. Et en cas d'échec de grade 1 ou 2, ou si c'est des grades 3, donc avec atteinte cartilagineuse et des lésions relativement importantes, on fait des mosaïques-plasties. Là, les stratégies dites d'augmentation avec les matrices, les cultures sont en cours d'évaluation. Et le retour au sport est possible dans la plupart des cas, mais pas de manière parfaite. C'est pas un drame. Voilà, merci.